Ce processus relevant de la souveraineté nationale et son financement étant totalement pris en charge par le gouvernement de la République. Je vous invite à vous en approprier et à assumer ainsi à travers cet acte l'exercice de votre droit à l'autodétermination. L'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo qui dit reste jugée positive si j'ai évoqué à la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire francophone à Paris en France. Quelle est la situation actuelle du choléra à Kinshasa un mois après son déclenchement? Combien de cas enregistrés dans les quartiers, certaines zones de santé de Kinshasa? La réponse dans ce journal. Voilà, c'est tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous et surtout merci d'avoir choisi la télévision nationale pour vous informer. Nous le disions à titre, le président de l'Assemblée nationale vient de prendre part à la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire francophone. Beminakou a également rencontré son homologue français au centre l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo qui lui reste jugée positive. Pensez qu'ils sont moins Makabal pour les reportages. Les travaux de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie débutent ainsi à Paris en France. Ces assises premières du genre pour le tout nouveau président de la PEP, Jacques Soublon, connaissent la participation active de la section APEF-RDC sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Beminakou, président honoraire de cette organisation internationale des parlements des pays francophones. Parmi les matières à l'ordre du jour figurent entre autres les rapports des commissions, examen de la situation politique dans l'espace francophone, y compris les rapports des réseaux des fonds parlementaires. En marge de son séjour, le speaker de la Chambre du Parlement de la République démocratique du Congo a rencontré son collègue de la République française. L'honorable Beminakou a brossé à l'attention du président de l'Assemblée nationale française la synthèse de la situation générale en RDC marquée par l'évolution positive du processus électoral. Il a réaffirmé la volonté sans faille des institutions en vue de la bonne tenue des élections le 23 décembre 2018, détermination affichée lors du dernier point de presse du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Visiblement satisfait, François Ndelegui a émis le vœu de voir toute la classe politique congolaise s'engager résolument dans ce processus car la démocratie et le développement de la RDC en dépendent vivement. Retour au pays pour dire que les membres du cabinet du chef de l'État se sont retrouvés autour du directeur des cabinets du chef de l'État, Némouila Nyawilonja, pour faire le point sur l'année 2017 et projeter les perspectives de cette nouvelle année 2018. Blaise Mazaza et Ernest Moulumba ont signé ces reportages. Ils ont répondu présents à ces rendez-vous d'échange de vœux. Un climat fraternel, doublé de la solidarité et d'union pour un objectif commun a régné au sein de cette grande communauté de la présidence de la République mercredi 31 janvier 2018, en fin de journée à la rotonde du Palais de la Nation. D'un côté, l'équipe dirigeante du cabinet du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. En face d'elle, les agents et cadres de toutes les structures et directions de l'univers présidentiel se sont retrouvés pour poser les jalons du patriotisme à toute épreuve au courant de l'année 2018 et donner ainsi une impulsion nouvelle à l'engagement de servir la patrie sous la direction du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Cérémonie sobre, juste l'essentiel. Dans son allocution, le directeur de cabinet du chef de l'État, Némouila Nyawilonja, concis à sensibiliser les agents et cadres du cabinet du chef de l'État à l'éveil patriotique pour accompagner en ce moment crucial le président de la République déterminé à faire aboutir les processus électoraux. Sur le plan politique, nous travaillons à l'organisation des élections. Et je pense que nous allons accompagner son Excellence, le président de la République, jusqu'au bout dans la réalisation de cette promesse qui a été faite. Et cela demande que nous puissions justement être en alerte aussi, parce que notre population a beaucoup subi non seulement l'intoxication,
mais aussi la délation de tout ce qui était de nature à affaiblir, n'est-ce pas, le leadership de ce pays, mais qui ne relevait pas de la vérité. Je pense donc que nous allons l'accompagner dans l'accomplissement de cette promesse qu'il a réitérée lui-même au cours de la conférence de presse. Nous allons l'accompagner dans la reconstruction de ce pays. Il est le seul à avoir émis des plans et à avoir travaillé. Il a par ailleurs souligné la volonté du chef de l'État d'intensifier les actions fortes à travers le pays vers l'amélioration des conditions sociales des Congolais. Le troisième niveau de chantier, bien sûr, c'est l'amélioration quotidienne, n'est-ce pas, et sociale de notre population. Dans son discours de fin d'année de vœux à la population congolaise, il a démontré que c'est son souci permanent. Et vous preuve, au cours du dernier semestre de l'année, les recettes additionnelles engrangées ont été orientées en priorité, à part les élections, en priorité vers l'augmentation des salaires des agents et fonctionnaires de l'État. C'est la preuve que pour le président de la République, la croissance elle peut être inclusive, elle doit être partagée, elle doit être distribuée. Je pense donc que c'est autour de ce même chantier, au cours de cette année, ensemble ici, cabinet du président de la République et administration près du président de la République, nous allons encore travailler, accompagner son excellence du président de la République pour que chaque jour qui passe, il continue à améliorer, à transformer ce pays et à améliorer les conditions de vie de nos populations. À son tour, le secrétaire général auprès du président de la République, Gondje Kabosonga Wekila, a exprimé toute sa gratitude au nom du personnel du cabinet au chef de l'État Joseph Kabila Kabange avant de souhaiter au père de la nation le vœu de nouvel an. Les meilleurs vœux du bonheur, de prospérité, émanant de l'ensemble du personnel ici présent. Juste très faite, il y a eu les compliments entre les membres du cabinet du chef de l'État, louant ainsi l'implication aussi vitale que nécessaire de l'autorité du pays grâce aux efforts consentis dans le maintien de la paix, la sécurité, la stabilité et l'unité du territoire national. Cette présentation de vœux n'est pas seulement un exercice d'autosatisfaction, mais aussi un moment de conscientisation, de remerciement et de retrouvailles en séjour mémorable pour les agents et cadres de la présidence de la République, ravis eux, qui se donnent corps et âme à accomplir leurs devoirs patriotiques pour l'intérêt supérieur de la nation tout entière et dans la loyauté envers le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Un message de paix et d'espoir en ces débuts d'année 2018, dans une ambiance de convivialité et de partage, suivi de repas de famille, pour consolider l'esprit d'unité, de fraternité et de travail au sein du cabinet du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, en vue d'atteindre l'excellence sous toutes ses formes. La situation actuelle du choléra à Kinshasa, un mois après son déclenchement, combien de cas sont enregistrés dans les quartiers et certaines zones de santé de Kinshasa? Le point sur le choléra de ce vendredi 2 février avec le docteur Bompangue du programme national de lutte contre les maladies diarrhéiques. Il est au micro de Guy Matundu. À Kinshasa, je peux vous dire que la journée d'hier, on a eu 6 cas hospitalisés, dont les 2 CTC. Il y en a eu un au CTC de Konluka et puis il y en a eu 5 au CTC de Pakajoma. Alors qu'il y a quelques jours, nous avons atteint des pics de 40-45 cas et pendant longtemps, nous sommes restés à des moyennes de 25 à 30 cas par jour. Et là, nous sommes aujourd'hui à entre 4 à 6 cas par jour, ce qui veut dire que la situation a favorablement évolué. Et si je prends spécifiquement les cas du CTC de Konluka, qui se trouve dans ce qui était avant l'épicentre de l'épidémie à Kinshasa aujourd'hui, donc nous sommes aujourd'hui entre 0 et 1 cas par jour dans ces CTC, donc 0 et 1 cas par jour rapporté
dans les différents quartiers du Kanluka et aussi de Kintambo qui, il y a quelques jours, ont focalisé toute notre attention. Actuellement, c'est autour du quartier industriel 3 à limiter, donc autour du Pakajuma, que la situation est particulière. Mais pendant que je viens de vous parler actuellement, toutes nos équipes d'intervention communautaire sont déployées dans ces quartiers où nous sommes en train de larguer tout notre armada avec les blédeurs d'eau de 10 mètres cubes que nous allons commencer à installer à partir d'aujourd'hui, des points de lavage des mains, la sensibilisation du porte-à-porte et aussi la distribution des produits chlorés. Donc on espère avec ces activités que dans quelques jours, les 4 à 5 cas qu'on rapporte encore autour de là vont complètement disparaître et qu'on va revenir à 0,4 choléra à Kinshasa. La particularité de notre intervention aujourd'hui, c'est de considérer que chaque fois qu'il y a le moindre cas, nous restons mobilisés et nous ne sommes pas dans l'approche avant qui disait que bon, maintenant nous sommes à 5 cas, donc on arrête. Donc Kinshasa n'est pas une zone endémique de choléra. Pour nous, l'arrêt de la bataille à Kinshasa, c'est atteindre le 0 cas et nous y travaillons avec acharnement. De son côté, la ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa, a présidé hier la réunion sur la redynamisation des entités de liaison entre son ministère et les organisations non gouvernementales des droits de l'homme, ainsi que l'évaluation des cas de violation des droits de l'homme enregistrés au cours des manifestations du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018. C'est une rencontre qui a mis autour d'une même table la ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa, et les organisations non gouvernementales des droits de l'homme. Cette réunion, présidée ce 1er février 2018 par Madame la ministre des Droits humains, a consisté à la redynamisation des entités de liaison entre le ministère des Droits humains et les organisations non gouvernementales des droits de l'homme. Ensuite, évaluer les cas de violation des droits de l'homme commis lors des événements du 31 décembre et 21 janvier dernier. Il était question de documenter le cas de violations enregistrées en vue de les envoyer auprès de l'auditeur général et le procureur général de la République pour ouverture des dossiers d'enquête et poursuite contre tous les auteurs de ces violences. Pour ce faire, une commission d'enquête a été mise sur pied par la ministre des Droits humains pour recueillir le plan des préoccupations des familles des victimes. Pour le ministère des Droits humains, la Commission nationale des droits de l'homme, le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, ainsi que les ONG puissent se retrouver dans le cadre d'une commission qui pourra aussi sécuriser toutes les victimes et les témoins qui puissent bien s'exprimer et en toute afin que la vérité soit connue. La commission va travailler pendant 10 jours et la ministre des Droits humains a émis le vœu de voir cette commission très efficace. La protection des victimes et la confidentialité des dossiers doivent être strictement respectées. Et cet échange entre le vice-ministre de l'Intérieur, Basile Olongo, et les groupes d'investisseurs turcs, c'était sur les dispositions sécuritaires des différents sites où seront exécutés les travaux de la construction du barrage hydroélectrique d'Eruzizi. Eric Kabamba et Bijou Kamba pour les reportages. Les travaux de construction vont devoir commencer dans le site hydroélectrique des Ruzizi 3. Ces grands projets doivent une sécurité maximale de la construction jusqu'à l'exploitation. Voilà pourquoi ces groupes d'investisseurs qui va exploiter ces sites sont venus voir le vice-ministre de l'Intérieur, Basile Olongo, pour solliciter de sa part toutes les mesures sécuritaires tout au long de l'exécution de ces travaux. Le vice-ministre Basile Olongo a rassuré ses hôtes que le gouvernement congolais avait déjà pris toutes les dispositions pour assurer la sécurité de ces sites. Cette délégation qui est avec moi est venue voir le vice-ministre de l'Intérieur pour parler de l'aspect sécurité du projet sur le site de la construction de la centrale et lorsque la centrale va commencer à fonctionner. Le vice-ministre nous a assuré que le gouvernement a déjà pris et va prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité qu'il faut dans ce site. Ces barrages permettra les renforcements de capacité des dessertes en électricité et va desservir 3 pays du Grand Lac, à savoir la RDC, le Rwanda et le Burundi. Parlons énergie avec les gouverneurs du Kasaï central, Denis Kambaï, qui s'emploie à la réhabilitation des ouvrages de production d'eau et de fourniture en énergie électrique dans sa province. Cédric Kenina.
La desserte en eau potable et la fourniture en énergie électrique, des piliers majeurs du programme d'action du gouverneur du Kasaï central, Denis Kambaï Chibundu. Ce dernier s'est rendu dans les directions provinciales de la Régie des eaux et de la SNEL, question d'évaluer la capacité de ces unités de production. À la centrale thermique des Kananga, la capacité de couverture a sensiblement diminué suite à la vétusté des matériels sur place. Les gouverneurs conduits par les directeurs provinciaux prend connaissance pour y apporter des solutions dans un délai raisonnable. Juste après, les chefs de l'exécutif provincial du Kasaï central effectuent une descente sur la rivière Shibaji à l'usine de captage et traitement d'eau pour le même exercice. Grâce au chef de l'État, cette usine a été dotée d'un générateur de 850 kVA avec une capacité de production de 22 400 m3 d'eau. Denis Kambaï Chibundu a suivi des explications claires sur les processus de traitement de cette eau, symbole de la vie. Pour finir, le gouverneur du Kasaï central, après constat, a appelé ses administrés à se remettre au travail pour relancer la grande machine économique de la province dans la paix pour espérer des investissements conséquents. La SNEL et la Régie des eaux provinciales doivent compter avec l'appui du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, initiateur de la révolution de la modernité, pour se remettre sur les rails, a-t-il confirmé. Quel est le lien qui existe entre le développement économique et l'organisation des États? C'est la principale interrogation à laquelle a tenté de répondre l'économiste britannique James Robinson. C'est à l'université protestante au Congo, Mudigi Notundo. Devant les étudiants en sciences économiques de l'Université protestante du Congo, le professeur James Robinson de l'Université de Chicago aux États-Unis a démontré que l'organisation des États a une influence certaine sur la perspective du développement. Il a aussi expliqué comment certaines nations connaissent un essor économique par rapport à d'autres. Les étudiants ont décortiqué cette conférence en apportant qui leur contribution, qui des questions d'éclairage. À la fin de cette conférence de près de 2 heures, un des participants s'est dit édifié par l'apport de ce scientifique de renom venu d'outre-Atlantique. Il constate simplement qu'il y a des nations qui, quand on suit le cours de l'histoire, sont riches, et des nations qui se perpétuent dans la pauvreté. Et quand il pose la question pourquoi certaines nations sont plus capables que d'autres de générer de l'accumulation du capital, des richesses, la réponse c'est les institutions. Alors les institutions au sens de règles, les règles du jeu qui permettent d'inciter à la production ou de décourager justement, et les règles du jeu qui fournissent des opportunités. Alors il dit, la clé c'est les institutions, mais la grande question, il n'y a aucune réponse miracle, aucune recette miracle pour créer des institutions qu'il appelle inclusives, mais dans tous les cas, c'est l'effort des nations de réfléchir et d'y arriver. Et par institutions inclusives, c'est véritablement celles qui répartissent de manière équitable les opportunités ainsi que les chances de produire, les chances d'accéder à l'éducation, les chances de s'épanouir, les chances de vendre, en tenant compte des capacités des uns et des autres. Avant la rencontre avec les étudiants, toujours sur le campus universitaire de l'UPC, le professeur Robinson était en face de la presse qui voulait en savoir davantage sur ses motivations. Il a été question de la trilogie développement durable, qualité des institutions et bonne gouvernance. Le secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel vient d'effectuer une mission de travail à Bassankoussou, Bikoro et Lulanga dans la province de l'Équateur, et ce, dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'éducation en République démocratique du Congo. Le résumé de sa mission avec Pati Tolong. Il n'y a pas de développement sans l'éducation. Cette exhortation du secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Mangobe, aux enseignants des Bassankoussou à l'Équateur où il a séjourné, et c'est dans le souci de rendre opérationnelle la restructuration des provinces éducationnelles. Par ailleurs, le secrétaire général a demandé aux enseignants d'améliorer la qualité de l'éducation. Il a en outre déploré après une visite l'état de délabrement des infrastructures de l'EPSP dans cette province. Dans son allocution, le prophète de l'Équateur, Gabriel Macabo, a loué les efforts fournis par le ministre des tutelles Gaston Moussemena pour la restructuration des provinces éducationnelles de l'Équateur en particulier et de tous les pays en général.
Pour rappel, après l'étape des Bassampoussou, le secrétaire général Magobé a séjourné à Bikoro, toujours dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'éducation dans cette province. Le point de chute de sa mission était Lolanga, où il a été chaleureusement accueilli. Retour dans la capitale pour dire qu'il y a eu présentation du 8e rapport de la télé de la Convention sur l'élimination sous toute forme de discrimination à l'égard des femmes. C'était au CEPAS dans la commune de la Gombe. Contraignante, la prise en compte de la parité, la situation de la femme en République démocratique du Congo, d'autant plus qu'elle reste préoccupante. Le nombre élevé des cas de violences sexuelles sont là. Des recommandations formulées à l'issue de la présentation du 8e rapport alternatif de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Madame Faïla Mwangiloa, consultante indépendante, a au cours de ses assises mis un accent particulier sur la situation de la femme rurale qui, en plus du fait qu'elle soit marginalisée dans la participation au cercle de prise de décision, les violences suivies ne sont ni dénoncées ni sanctionnées. Madame Astrid Tamboué, membre de l'OCISA, a expliqué l'idée maîtresse poursuivie dans ces échanges sur les réalités des femmes telles que présentées dans le rapport, dont celle d'amener un plaidoyer auprès du comité. Les objectifs spécifiques arrêtés au cours de ces assises vont servir de stratégie pour arriver à partager avec la communauté les activités des droits des femmes, les rapports alternatifs dirigés par le consortium GGM. On espère que la synergie qui existe avec toutes les organisations va continuer pour la récolte de données pour les rapports futurs. Les rapports de la société civile, c'est un rapport parallèle au 8e rapport périodique. Cette fois-ci, on a estimé que c'était important que nous puissions nous rassembler en synergie, qu'il y ait beaucoup plus d'organisations qui travaillent dans la collecte de données, dans le suivi de la mise en œuvre des observations du comité CDF. Il faut noter que, affirmamment, en collaboration avec OCISA, ces deux organisations et autres ont initié la tenue de cette journée de présentation du 8e rapport alternatif dirigé par le consortium GGM. Le conseil local de la jeunesse du Tanganyika soutient indéfectiblement la réélection de Francine Mouyumba à la tête de l'Union panafricaine de la jeunesse. Suivez. Suite à des élections du nouveau comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse, affirmant ainsi la cessation de collaboration entre elle, Commission de l'Union panafricaine, et le comité exécutif de l'IPJ, ainsi, après aperçu minutieux de faits allégués SIO, ainsi que les instruments juridiques en vigueur régissant l'IPJ, déclarant ce qui suit. 1. Le quorum était largement atteint sur 44 de plein droit dans le pays était dans ce qui atteste que le quorum requis de 2 tiers a été largement atteint conformément à l'esprit et à la lettre des textes juridiques à la matière. Il regarde à ce qui précède. Nous, le Conseil provincial de la jeunesse du Tanganyika, dénonçons et condamnons avec dernière énergie cette manœuvre que nous jugeons dilatoire. Les associations et les mouvements de jeunes du Tanganyika invitent la Commission de l'Union africaine de faire preuve de la sagesse en rapprochant les jeunes du continent et non les diviser. Le Conseil provincial de la jeunesse du Tanganyika rappelle une fois de plus que l'UPJ est une affaire des représentants des structures nationales de jeunes. Demandons enfin à la Commission de l'Union africaine de reconsidérer sa position et revenir au bon sentiment pour limiter le bien-être, le développement intégral et la promotion de la jeunesse africaine. Le calendrier électoral ainsi que les avantages qu'offre la machine à voter dans le processus électoral sujet au centre du cadre de concertation présidé ce matin par le vice-ministre de la Commission électorale nationale indépendante Norbert Basigezi à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. C'est un reportage de notre envoyé spécial Lopez Kakuba. C'est vendredi 2 février 2018. Le vice-président de la CENI est arrivé à Kalemi dans la province du Tanganyika. Nous allons vous réunir, vous-même journalistes, avec la société civile, les partis politiques, ainsi que les confessions religieuses et d'autres
partenaires de la CENI qui voudraient attendre le message sur le calendrier électoral, sur la loi électorale et la machine à voter. Le cortège s'est dirigé au gouvernorat de province où Morba Bassingé Zikatiti est allé présenter ses civilités au vice-gouverneur Ali Omar Ibn Sinokindi, avec qui il a expliqué l'objet de sa mission qui consiste à sensibiliser la population sur le calendrier électoral, la loi électorale et de l'utilisation de la machine à voter. Il s'est tenu également la réunion du Conseil provincial de sécurité sur le processus électoral où plusieurs points ont été évoqués. Il s'est de rappeler qu'avant de quitter Kamina, dans le Olomami, le vice-président de la CENI, accompagné le gouverneur de province Kalenga Mwendeni Jackson, a visité 2 parcelles sur les avenues Malenga et Mamaemo dans la commune de Kalemi, maison à réhabiliter pour ériger la cour d'appel et parquet général dans l'objectif d'instaurer la justice et de régler les contentieux électoraux. C'est une grande joie pour la province du Olomami. Il s'est ouvert aujourd'hui dans le diocèse d'Idiofa, le symposium international qui a pour thème dynamique pastorale et impact social de l'Église famille de Dieu. Comme dans la province du Koulou, Animalaka et Romembuta ont signé ce reportage. Le symposium d'Idiofa commence par cette danse traditionnelle des élèves du lycée La Poulanza, habillés en rafia. Après, les participants sont soumis à une exposition et démonstration de la fabrication d'objets en rafia, l'une des spécialités de la contrée. Devant le président de l'Assemblée provinciale du Koulou, le représentant personnel du gouvernement Michel Balabala Kassongo, l'administrateur du territoire, le bourgmestre et tout le corps pastoral, le fait du diocèse d'Idiofa, Monseigneur José Mako Ikanga, dans son nom d'ouverture, demande à tous les participants de considérer ces assises comme une opportunité à saisir pour le développement d'Idiofa. Ce congrès scientifique est donc bienvenu pour dépoussiérer ce vénérable héritage, en dégager les défis pour les héritiers que nous sommes et enfin indiquer le chemin éventuel d'innovation. Du 1er au 4 février, le symposium va visiter les origines de l'Église famille de Dieu à Idiofa. Aussi, rendre compte des œuvres inaugurales et innovatrices des premiers acteurs de l'évangélisation de la réception du Concile Vatican II et à présenter une prospective des projets mobilisateurs capables de propulser de manière plus déterminante la mission de l'Église dans l'Église famille de Dieu d'Idiofa. Le symposium d'Idiofa est un moment de réflexion et d'échange sur la dynamique pastorale et l'impact de l'Église famille de Dieu à Idiofa, un héritage, un défi et une innovation. La mission onisienne a tenu son traditionnel point de presse. Les comptes rendus dans ces reportages signés Mamita Mangoulou. La MONUSCO salue l'initiative par la CENI d'utiliser la machine à voter et confirmer son appui technique et logistique par la bonne tenue des élections libres, démocratiques et transparentes à Rancherie. Florence Marchal, porte-parole de la MONUSCO. Les Nations Unies sont prêtes à apporter leur soutien aux opérations électorales à venir dans le respect du calendrier qui a été annoncé le 5 novembre dernier. Ce soutien a aussi l'objectif de faire en sorte que le calendrier puisse être respecté. S'agissant de la situation sécuritaire dans les territoires de Mouika au Kassai, la MONUSCO s'est dit préoccupée par la situation et promet son implication afin que la paix revienne dans cette partie du territoire national. C'est une partie du territoire qui nous préoccupe et pour laquelle nous essayons de faire de notre mieux, une fois encore, pour protéger les populations civiles, mais aussi pour que les communautés puissent parler entre elles et ainsi s'engager sur la voie de la paix. Quant à la situation sanitaire, le porte-parole de l'équipe pays, Joseph Makamba, a fait remarquer qu'une tendance à la baisse du nombre de cas et des décès de choléra depuis le début de l'année 2018, un total de 882 cas, dont 15 décès ont été enregistrés. 22 malades sont actuellement hospitalisés dans les unités de traitement de Kanluka et Pakadjouma. Madame Florence Marchal a saisi cette opportunité pour expliciter les mandats de la MONUSCO à l'RDC.
Voilà, Marie-Louise Kivou-Lambela sera de votre minuit pour une autre session d'information. Merci infiniment de nous avoir suivis. Excellente suite de programme à tous sur la télévision du peuple.